Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On commence tout de suite par une synthèse de la semaine avec une semaine marquée par la poursuite des résultats aux États-Unis et en Europe, mais aux États-Unis avec la publication des principales valeurs technologiques américaines, les grands groupes tech, Amazon, Apple, Microsoft notamment, qui ont publié cette semaine. Et une volatilité du Nasdaq, donc de l'indice dans lequel cotent ces valeurs, qui a atteint un plus haut de 3 mois, donc avec des résultats en demi-teinte. Certaines valeurs ont continué d'afficher des résultats très satisfaisants, c'est le cas pour Apple par exemple, ou pour Microsoft. D'autres ont déçu, c'est le cas pour Amazon par exemple, le cas encore pour Netflix. Et donc ces résultats mitigés donnent un sentiment assez moyen sur les indices tech américains, parce que nous sommes également dans une phase de normalisation de la politique monétaire, avec des taux qui se sont redressés, avec un paysage monétaire qui sera moins souple qu'il ne l'a été par le passé. Donc ça provoque effectivement des remontées de taux, des taux réels notamment, et on sait que cet environnement est un environnement qui est plutôt négatif, plutôt vent contraire pour les valeurs technologiques. Et donc ces valeurs technologiques, lorsqu'elles ne publient pas des résultats qui sont en ligne ou supérieurs aux attentes, comme ce fut le cas pendant de nombreuses années, plusieurs trimestres consécutifs, même plusieurs années consécutives de progression des résultats, et bien quand vous commencez à voir une ou deux valeurs dans ce groupe des 5-10 plus grosses valeurs technologiques américaines, et bien qui publient des résultats en toutes les attentes, ça génère donc des mouvements de prise de gain et des réactions assez asymétriques en fait, où les bons résultats sont salués de manière assez moyenne. En revanche, les résultats qui tombent en dessous des attentes, et bien eux sont bien plus fortement sanctionnés, parce qu'il y a aussi tout un environnement à la fois d'environnement mondial, avec des chiffres, il y avait une situation d'ordre macroéconomique qui est moyenne parce que tirée à la baisse par les confinements en Chine et la situation géopolitique en Ukraine. Et puis donc si vous avez en plus une macro qui est concernée par des changements, par des sujets qui sont propres à chaque entreprise, qui viennent se greffer à cet environnement mondial qui est sur une phase de ralentissement, et bien ça génère cet environnement donc assez volatile, d'où je le rappelle donc la volatilité sur les valeurs technologiques américaines a atteint un plus haut de 3 mois. Ça c'est donc un élément important, et donc on aura d'ailleurs toujours au sujet des politiques monétaires, la réunion la semaine prochaine de la Banque Centrale Américaine, ça nous en reparlerons d'ici quelques instants. Donc dans cet environnement de marché, qu'est-ce qu'on note également d'important cette semaine? Eh bien les niveaux de faiblesse de l'euro, l'euro par rapport au dollar qui est tombé sur un plus bas depuis début 2017, et quand on regarde dans le détail, alors effectivement il y a des faiblesses de l'euro qui sont liées aux pressions économiques auxquelles sont soumis les États de la zone euro par rapport à cette situation géopolitique, mais il y a aussi un environnement qui est très haussier dollar. C'est-à-dire quand on regarde finalement comment se comportent les autres devises par rapport au dollar, eh bien on se rend compte que l'euro n'est pas une situation isolée. Le yen par exemple, si on regarde l'évolution sur les derniers mois, le yen a perdu sur les 3 derniers mois, le yen a perdu plus de 10% par rapport au dollar. On a des valeurs comme la livre également qui ont beaucoup reculé par rapport au dollar, à la livre sterling, ou même le franc suisse par exemple. Donc là on est sur une situation où c'est surtout un dollar qui pousse, qui est fort. Ce dollar est fort, pourquoi? Parce qu'il y a à la fois ce côté un peu valeur refuge dans un environnement macroéconomique incertain, mais surtout géopolitique incertain, et puis également ces pressions fortes sur les prix aux États-Unis, ces taux qui se sont redressés, eh bien effectivement sont des catalyseurs pour le dollar. Attention quand même on va peut-être commencer à voir début d'inflexion dans cet appétit pour le dollar, parce que les derniers chiffres d'inflation qu'on avait eu en provenance des États-Unis semblaient montrer que sur la partie hors alimentation, hors énergie, on commençait à avoir un ralentissement de la poussée des prix, et on sait que l'énergie est un gros contributeur à l'inflation américaine. C'était le cas en tout cas sur la dernière publication, et donc on va effectivement prêter attention aux prochains chiffres d'inflation, parce qu'on voit aussi, si on prend le cas en Europe, on a eu différentes publications là en fin de semaine des niveaux d'inflation en zone euro. Il y a eu dans certains pays des bonnes surprises, c'est le cas pour l'Espagne par exemple. Là on a une poussée sur les prix qui étaient moins fortes en avril qu'elle n'était en mars. En Allemagne, l'inflation progresse toujours comme en France, mais les rythmes de progression de l'inflation sont un petit peu ralentis par rapport à ce qu'on avait sur les mois précédents. Donc on a quand même ce sentiment qu'en termes de dynamique d'inflation en Europe et aux États-Unis, mais là si on parle du dollar, c'est aussi aux États-Unis que cela nous importe, eh bien ça veut dire que le marché à un moment donné va commencer peut-être à pivoter un petit peu par rapport à ces questions d'appétit intense pour le dollar, et peut-être qu'on commencera à avoir des rééquilibrages un petit peu par rapport à d'autres paires de devises, par rapport à d'autres devises, donc la livre ou l'euro, notamment si la Banque Centrale Européenne poursuit
marché sur sa lancée de début de normalisation monétaire. On voit en tout cas que c'est ce qu'attendent les marchés. Quand vous regardez par exemple les anticipations d'inflation en zone euro, les anticipations moyen terme d'inflation, elles continuent de progresser. C'est-à-dire que dans l'esprit du marché, même si la BCE a commencé à changer de rhétorique et qu'elle est moins souple, un peu plus dynamique dans sa volonté de normaliser sa politique monétaire, eh bien on voit que ça ne change pas pour l'instant la perception des marchés de ce que sera l'inflation à moyen terme. Les anticipations d'inflation à moyen terme poussent toujours. On est aujourd'hui sur des horizons de 5 ans dans 5 ans, qui est une des mesures de l'inflation, des anticipations d'inflation. On a atteint les 2,5% là en fin de semaine, ce qui est le niveau le plus élevé d'anticipation d'inflation à moyen terme depuis 2012. Donc j'insiste, ce ne sont pas les niveaux d'inflation actuels qui sont bien plus élevés, c'est les niveaux d'inflation anticipée par le marché sur une horizon moyen terme. Et donc ce qui veut dire que pour l'instant, eh bien, le marché n'est pas encore, notamment les marchés monétaires, ne sont pas convaincus que la BCE va assouplir de manière modeste sa politique monétaire. Si on regarde par exemple les anticipations du marché monétaire, il estime que les taux devraient être au mois de décembre, donc les taux de la BCE devraient être aux alentours de 0,9%, alors que le taux principal est toujours à 0 aujourd'hui. Donc ça veut dire que le marché a de fortes attentes sur la Banque Centrale Européenne, et à un moment donné, ça va peut-être commencer à se voir aussi dans la réaction des devises, de l'euro, notamment par rapport au dollar. Donc ce qui pourrait faire pivoter effectivement un petit peu cet aspect dollar fort et renvoyer l'euro peut-être un petit peu plus haut qu'il n'est actuellement, où l'euro, donc on le disait, est sur un plus bas depuis 2017, eh bien c'est cette situation où effectivement, si on commence à voir arriver un petit peu le pic inflation aux États-Unis, eh bien ça pourrait commencer à caper un petit peu la progression des taux également, des taux courts et des taux longs, et on pourrait commencer à avoir à ce moment-là un petit rééquilibrage avec des devises comme l'euro ou la livre, ou même le yen qui repartirait un petit peu plus haut. Le yen, il faut également en parler parce que ce qui se passe est assez violent sur la devise japonaise. Le yen est au plus bas de plus de 20 ans par rapport au dollar. Donc c'est effectivement à la fois il y a ce différentiel de politique monétaire entre le Japon et les États-Unis. Le Japon continue de maintenir un contrôle de sa courbe de taux. Le Japon ne veut pas que le taux de 10 ans, qui est le taux de référence, monte au-delà de 0,25% malgré une inflation à plus de 1% au Japon, ce qui est quand même assez peu par rapport aux autres pays du monde, mais qui nécessite quand même un ajustement des taux. Bien non, le Japon dit, nous on ne change pas notre politique monétaire pour l'instant, on continue de faire en sorte que le taux 10 ans ne passe pas au-dessus de 0,25%, c'est donc un contrôle de la courbe de taux, et donc ça affaiblit massivement le yen qui a complètement dérapé par rapport au dollar ces dernières semaines, et donc on est sur un plus bas de 20 ans donc désormais sur le yen par rapport au dollar. Donc là aussi on approche peut-être une zone un peu excessive à court terme, et potentiellement on pourrait commencer à avoir peut-être un dollar qui commence à affaiblir un petit peu, un yen qui se renforcerait un petit peu. On sent en tout cas que sur beaucoup de pertes de devises, il y a un peu ce qu'on appelle une phase, qu'on qualifie de phase de capitulation, c'est-à-dire des phases très accélérantes. C'est-à-dire le dollar bouge beaucoup d'un seul coup par rapport à des devises contre lesquelles il montait déjà auparavant, mais les phases sont en train de s'accélérer, et donc les phases de fin de tendance peuvent généralement ressembler à cela, c'est-à-dire d'un seul coup un mouvement qui accélère, qui signe une forme de capitulation, une fin de mouvement avant que la situation commence à se normaliser. Donc ça c'est un point de surveillance sur le marché d'échange. Si on regarde après les autres marchés de cette semaine, on a tout ce qui est marché obligataire souverain. Vous savez que c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, c'est-à-dire les écarts de taux de référence au sein de la zone euro par exemple, où on est le taux 10 ans français, donc un l'OAT par rapport au Bund, le 10 ans allemand. Donc on a regardé ça avant l'élection présidentielle française et après. Alors on voit quoi? On voit que c'est resté relativement stable, sachant qu'il n'y a pas eu de surprise politique le week-end dernier. Après on a quand même un petit peu d'attention sur les écarts de taux entre l'Italie et l'Allemagne. On remarque que l'écart entre le taux 10 ans italien et le taux 10 ans allemand a atteint la zone des 180 points de base. Donc c'est un niveau qu'on avait vu la dernière fois en 2020. Alors c'est pas un niveau catastrophique, pour donner quelques références. Lors de la crise de la dette en zone euro, donc c'était une crise majeure en 2011-2012, on avait dépassé les 500 points de base par exemple, c'est-à-dire les 5% d'écart entre les deux taux italiens et allemands. Là vous voyez qu'on est à 1,8% d'écart, donc c'est pas un écart mineur non plus, faut pas dire qu'il ne se passe rien, c'est pas non plus des niveaux de panique, mais c'est des niveaux quand même où la Banque Centrale Européenne doit être vigilante parce que il faut pas qu'on revienne dans ces schémas de fragmentation des taux au niveau de la zone euro, qui signifie quoi une fragmentation? Que vous avez des pays cœurs qui empruntent très peu cher et des pays qui sont pas cœurs comme l'Italie qui fait quand même partie malgré tout, c'est la troisième puissance de la zone euro, mais qui s'écarte du taux de référence qui est le taux 10 ans allemand. Et ça, effectivement, il faut quand même qu'on arrive à garder une homogénéité de ce côté-là pour ne pas redéclencher les tensions comme on avait connu donc à l'époque de la crise de la dette en zone euro. Donc c'est quand même un point de vigilance pour la Banque Centrale Européenne. Mais ce qui pourrait rendre service encore une fois aux banques centrales, c'est
c'est pas tellement d'aller dans le sens forcément de ce qu'attendent les marchés. Les marchés peuvent pricer des choses assez agressives. Ce qui compte, c'est la trajectoire des prix en fait. Et cette trajectoire des prix, elle dépend de quoi? Bon, elle dépend d'abord des dynamiques économiques, mais là on a vu qu'avec les derniers chiffres de PIB aux États-Unis par exemple, le PIB américain s'est contracté au premier trimestre de manière surprise. On l'attendait à plus 1,1, ce PIB américain en croissance, on l'a eu à moins 1,4, donc énorme écart par rapport au consensus, et surtout mauvaise surprise, parce que si au deuxième trimestre il y a aussi une contraction de ce PIB américain, ça veut dire récession aux États-Unis. Et en Europe ce matin, on a vu également que pour la France par exemple, pas de croissance au premier trimestre, croissance faible en Allemagne. Donc ça, d'une certaine manière, c'est ça aussi qui peut faire le job pour les banques centrales, qui ne seront pas obligées forcément d'aligner toutes les hausses de taux potentiellement anticipées, parce que les vents contraires qu'on a des confinements en Chine, de la crise géopolitique, eh bien ça marque une empreinte sur la confiance des entreprises, des consommateurs, et puis ça peut aussi provoquer en fait de manière mécanique un ralentissement de l'appétit de consommation, donc un ralentissement sur les prix, et ces matières premières, rappelons-le, toute la hausse des matières premières était d'abord due à une phase de reprise mondiale forte, ça c'est la plus grosse partie de la hausse des matières premières, mais sur la fin de la hausse qu'on a observée là, c'est quasiment 2 derniers mois, c'est lié à la situation en Ukraine. On rappelle que au moment où la crise en Ukraine a éclaté, depuis ce point-là, les matières premières ont augmenté en moyenne. Si on prend les indices synthétiques de matières premières qui incluent l'agriculture, les métaux, l'énergie, on a grimpé de 25% en l'espace de 2 mois sur les matières premières en moyenne. Donc il est évident que la détente des taux, ou en tout cas du sentiment un petit peu d'agressivité des banques centrales et d'une inflation forte, eh bien ce sentiment décroîtra de manière très fort à partir du moment où on commencera à entrevoir à nouveau des négociations entre l'Ukraine et la Russie, et pourquoi pas un cessez-le-feu. Donc il y a aussi beaucoup d'éléments pour les banquiers centraux qui dépendent d'une situation géopolitique, qui dépendent aussi de la question des confinements en Chine, qui ont ici ou là certains aspects un peu inflationnistes, mais qui globalement quand même vont faire pression sur les économies mondiales en termes de dommages collatéraux finalement. Ça confine en Chine, mais les bateaux partent pas, les marchandises n'arrivent pas. Donc d'un côté ça peut lifter les prix parce qu'il y a de la pénurie, mais si face à ça vous avez une destruction de la demande parce que à un moment donné on perd confiance et puis on repousse un achat parce que ça n'arrive pas assez vite, et bien ça en revanche c'est mauvais pour l'économie, ça va donc refroidir l'économie, ce qu'on commence déjà un petit peu à voir, et puis ça fera aussi baisser un petit peu du coup les prix. Donc les banques centrales doivent être prudentes aussi dans leur redressement, il faut quand même qu'elles en fassent pour avoir un petit matelas de sécurité, mais faire attention quand même que les effets de ce que nous voyons actuellement en termes de crise géopolitique et de tensions en Chine, de confinement en Chine, eh bien ça va participer aussi à un tassement de la croissance et un tassement des prix à un moment donné, parce que la dynamique va s'essouffler. Donc ça aussi, il faut que les banquiers centraux l'intègrent dans le scénario, et donc ne soient pas forcément trop agressifs non plus dans leur redressement monétaire, qui aurait dans ce cas-là, si on est trop agressif dans les phases actuelles, eh bien pourrait en fait accélérer le ralentissement économique. Donc voilà ce qui est fait tenir de la semaine. On remarque aussi du côté de la Fed que la taille du bilan de la Fed cesse de progresser. Donc ce bilan qui avait beaucoup gonflé pendant toute la phase Covid avec de nombreux achats d'actifs, plus de 4 000 milliards, plus de 4 500 milliards même d'achats d'actifs depuis le début de la crise Covid. On arrive à la fin de ça. On voit que la Fed a fini d'acheter ses actifs. Elle est désormais dans une politique de normalisation où elle commence à redresser ses taux. Et donc ça commence à se voir au niveau de son bilan qui commence à plafonner et qui va probablement commencer à redescendre dans les mois qui viennent. Ça faisait aussi partie des choses annoncées par Jérôme Powell pour la Fed, de commencer à diminuer assez rapidement la taille de ce bilan. Dernier élément, c'est évidemment cette situation géopolitique dont on a un petit peu parlé. On a eu des informations, des sources qui montrent que dans la classe politique allemande, eh bien, il y a un peu moins de réticence désormais à parler d'un embargo sur l'énergie russe, en tout cas sur le pétrole, mais il faut que ce soit fait de manière graduelle. C'est ce qui ressort des différentes déclarations ou différentes sources qui sont exprimées. Donc ça évolue de ce côté-là. Donc pas d'embargo brutal potentiellement à attendre, mais peut-être des mesures d'embargo progressives sur certains types de pétrole, par exemple, desquels on aura moins besoin à un moment donné. En tout cas, on a bien compris qu'au niveau de la zone euro, c'est l'Allemagne qui est quand même la partie centrale de cette position, cette prise de décision qui doit être prise de manière commune, mais évidemment l'influence de l'Allemagne étant très importante, on voit que l'Allemagne bouge progressivement au fur et à mesure de sa capacité à se diversifier, même si cette diversification ne se fera que de manière très lente, pas forcément sur le pétrole, où l'Allemagne a quand même déclaré qu'elle pouvait d'ici quelques jours se passer complètement du pétrole russe, qui est plutôt une nouvelle assez impressionnante, parce qu'il y avait déjà des embargos sur la partie charbon, et l'Allemagne qui annonce ça, donc on sent que s'il y a des embargos, ça va plutôt arriver sur la partie pétrole d'abord, et évidemment la partie la plus importante étant le gaz, mais là par contre, l'Allemagne a clairement dit qu'il était impossible cette année de se passer complètement du gaz, même si elle a annoncé des chiffres qui
montrer que sa dépendance a un petit peu baissé par rapport au gaz russe. On voit bien qu'effectivement elle est trop dépendante pour que ce soit complètement compensé et changé en l'espace de quelques mois. Donc toujours ce sujet des matières premières, de l'embargo, de la situation géopolitique, qui est quand même la clé de voûte des questions, en tout cas à court terme, des questions inflationnistes, prix des matières premières, niveau de taux, et donc aussi de pression, on le disait, sur les actifs européens, les actions, mais aussi les actifs mondiaux. Dernier élément, avant de voir le programme pour la semaine prochaine, ce sont les déclarations de la Chine. La Chine qui remet une pièce dans la question de la relance, du soutien économique. Ce matin, c'est le bureau politique chinois, donc les responsables politiques chinois, qui ont indiqué que il fallait prendre des mesures supplémentaires pour faire en sorte que la trajectoire économique de 2022 ne s'éloigne pas de l'objectif qui a été fixé il y a quelques temps, et que donc des mesures supplémentaires étaient donc nécessaires. On voit d'ailleurs que le yuan, la devise chinoise, qui est une devise contrôlée en fait, il n'y a pas de change flottant sur le yuan, a perdu beaucoup de terrain par rapport au dollar ces 15 derniers jours, et ça c'est très probablement un signe que la Banque centrale chinoise est en train d'intervenir, donc pour rendre sa devise moins chère, pour favoriser un peu plus donc le moteur export, favoriser un peu plus la demande de produits chinois, notamment dans un contexte mondial où on sent qu'il y a des ralentissements liés d'ailleurs à ces confinements en Chine, mais aussi aux questions géopolitiques. Donc voilà, on sent que les manœuvres commencent à se faire au niveau de la Chine, et les indices chinois cette nuit l'ont plutôt bien pris. On a vu des rebonds assez forts sur toutes les valeurs chinoises, notamment sur les valeurs technologiques également. Donc voilà, on sent que la Chine là est de plus en plus au chevet de son économie, prête à intervenir. Ça ne veut pas dire que ça va réussir tout de suite, parce que les effets des confinements sont quand même assez violents, mais en tout cas ça montre qu'il y a une volonté de ne pas autoriser un effondrement de l'économie, un ralentissement beaucoup trop fort. Donc ça c'est des éléments qu'il fallait retenir cette semaine. Pour la semaine prochaine, rapidement, ce qui nous attend, donc lundi, l'ISM manufacturier aux États-Unis, mardi, la décision de la Banque d'Australie sur sa politique monétaire, ainsi que les chiffres du chômage en Allemagne. On aura également les commandes industrielles pour l'Allemagne mardi prochain, donc voilà pas mal de choses qui permettront de mesurer la dynamique économique en Allemagne, qui est quand même vraiment la plus en ligne, la plus en front, on va dire, des questions géopolitiques et des impacts négatifs de la situation géopolitique. Mercredi, on aura donc la balance commerciale allemande à nouveau, donc un début de semaine très marqué par les statistiques allemandes, et puis ensuite on passera sur la partie américaine mercredi après-midi avec l'ISM pour les services aux États-Unis, donc ça c'est un marqueur important. Les services, c'est l'un des plus gros contributeurs à la croissance économique américaine, donc on verra l'ISM service où il en est, ce qui est une mesure donc de l'activité dans les services. On aura également la réunion le soir de la Fed, réunion de la Banque centrale américaine, donc réunion très importante. On attend 0,5% de hausse de taux lors de cette réunion, donc la Fed qui va accélérer sur ses redressements de taux. C'est ce qu'on pressent des dernières déclarations des membres de la Fed ces dernières semaines, qui sont moins réticents à aligner une hausse de taux plus conséquente. Normalement, c'est des hausses de taux de 0,25 en 0,25. Là, probablement une hausse de 0,50% mercredi soir. Une hausse de 0,25 serait perçue comme accommodante du coup. Là, le marché attend une hausse assez musclée. Donc, si la hausse est moins forte que prévu, là, par contre, ça détendra le dollar, ça fera un peu rebondir les marchés, etc. Vous voyez. Mais on serait, semble-t-il, plutôt vers une hausse quand même de 0,5%. Jeudi, on aura la réunion de la Banque d'Angleterre et la réunion de l'OPEP, donc pour tout ce qui est pétrole. Et puis vendredi, on terminera par le rapport sur l'emploi. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.